Bonjour et bienvenue dans Oh ma planète, le magazine du développement durable, votre magazine de la planète dans tous ses états. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Mayotte parler des problèmes de l'eau potable, et ce avec Véronique Berthoneau. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, l'eau potable à Mayotte, c'est quoi le problème et ça date de quand ? Donc disons que c'est un dossier qui est extrêmement récent puisque le développement de l'eau potable à Mayotte date de 1977, période de détachement de Mayotte des Comores. Donc pour les gens, c'est quelque chose qui est encore difficile à s'approprier puisqu'en fait, il s'agit de remettre en question leur tradition, il s'agit aussi d'accepter de payer cette eau. Quand on parle de problème d'eau potable, pour que les téléspectateurs comprennent bien, ça se manifeste comment? C'est un problème de ressources, c'est un problème... Alors, disons qu'il n'y a jamais eu de problème d'accès de ressources, si vous voulez, à Mayotte, parce qu'il y avait beaucoup d'eau dans les rivières. Le problème a commencé à se poser dans les années 97, disons, quand il a fallu commencer à partager cette eau, et en période sèche... Partager l'eau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu accepter que les agriculteurs, les industriels et la population puissent dans cette ressource, mais il fallait commencer à compter, puisqu'en période sèche, ça commençait à manquer du fait de l'augmentation de la population. Donc à ce moment-là, il a commencé à y avoir de plus gros chantiers encore, des retenues collinaires, des usines de désalinisation, une usine de désalinisation par exemple à Petite Terre, un forage dans le sud, donc de gros chantiers pour que tout le monde puisse avoir accès à cette eau. Un problème extrêmement important donc, Véronique Berthoneau, je vous remercie. Les problèmes de l'eau potable à Mayotte, problèmes sociaux, problèmes environnementaux, en images. Si je lave chez moi, peut-être mes vêtements ne seront pas bien propres. Parce que quand je lave, je vais penser à ce que j'ai à tête là, c'est déjà 10 € que j'ai consommé. Mais si je lave ici, il n'y a pas une contraire, ça ne tourne pas. Mais c'est gratuit, c'est la nature, c'est mieux de venir laver à la rivière. Et puis si on vient ici, on raconte des histoires, et puis la série qui passe à la télé, et puis ça t'évacue un peu du souci quotidien. Et puis moi je trouve que c'est mieux. Mayotte, une île de l'archipel des Comores située dans l'océan Indien. Un territoire français où le changement d'un mode de vie à l'africaine vers un mode de vie à l'européenne touche beaucoup de domaines de l'existence, principalement celui de l'usage de l'eau. L'accès à l'eau potable a été le premier grand chantier engagé pour le développement de l'île il y a 30 ans. C'est une évolution très récente. Mais le prix à payer pour une meilleure qualité de vie et une meilleure santé n'est pas accessible à tous. Ici, les usages traditionnels de l'eau brute des rivières sont toujours importants. Dans un contexte de démographie galopante, comment préserver cette ressource qui se raréfie et permettre à tous d'avoir accès à une eau de qualité? Tous les villages mahorais, maintenant, ils ont cette possibilité d'avoir une adduction d'eau. C'est un facteur essentiel d'amélioration à la fois du cadre de vie et à la fois de la santé des gens. Salim Mouhtar est ingénieur sanitaire, chef du service santé et environnement de la DASS, la Direction des affaires sociales et sanitaires. Ici, vous avez la carte de Mayotte, l'île Hippocampe. La première station de production d'eau à Mayotte, c'est l'usine de Mamoudzou qui est ici. Ensuite, une usine ici à Bouyouni, une belle usine moderne. Une autre ici à Oroveni, il y a Emireni, il y a Mtsangamouji. Il y a environ dans les 33 000 branchements d'eau, donc compteurs, pour une population qui est environ de 180 000 habitants. Vous voyez déjà. Bon, lorsqu'il y a un compteur, bien évidemment, on peut reprendre plusieurs personnes autour du même compteur. Et ensuite, il y a environ 4% de la population qui n'ont pas encore l'accès du tout à l'eau potable, qui sont obligés d'aller chercher l'eau dans les puits, dans les rivières, ce qu'on appelle de l'eau brute. Et très récemment, nous avons eu 18 cas de typhoïde ici, dont certains, nous avons bien identifié qu'il s'agit d'une consommation d'eau brute prise dans des rivières. Et ensuite, on va dire qu'il y a environ 13 à 15% de la population qui, théoriquement, vont chercher l'eau dans les bonnes fontaines. Mayotte n'a jamais manqué d'eau. La population a de tout temps, pour son usage domestique, puisé dans les puits et les rivières, un bien commun gratuit. Mais avec l'augmentation de la population, le contrôle de la ressource est devenu une priorité.
La construction de retenues collinaires a permis de pallier les carences en eau pendant la saison sèche. L'eau potable de Mayotte provient principalement des rivières et la pollution en amont des captages doit être contrôlée. Surtout cette rivière de Kombani, il y a un captage qui est à l'Ouroveni. Donc c'est l'eau qui circule sur toute Mayotte. Donc on leur dit, pendant les 3 ans, on leur dit de ne pas laver sur cette rivière. Mais bon, ils ne respectent pas. Nourdine Abdou est agent de la brigade de l'eau à la DAF, la direction agriculture et forêt. Il intervient en Chibuchi ou Chimaoré, les langues locales. Non, non, regarde. Não é que gentil não assim, que gentil não aí. Vai fazer o que como der torrement au chengo eu. Cava se lembra tomo au il lembra boa, pia au mot interdit. Releona correleona. Donc si tu bem mo jam se vinga tena na au mot no javel les azio que lazima mosrumia nem blom rumia sabuni tumron. Hein? Heni kana tinwan. Oh, sur manzane. Ah, ben snuka. Ça veut dire que je vais au Javeli. Oui, manzane wangu. La plupart des gens qu'on trouve, c'est des enjouannés qui sont en situation irrégulière. Il y a des endroits qui n'ont pas de l'eau, hein, ils sont obligés de descendre sur les rivières pour faire la lessive. Il y a aussi des gens qui boivent l'eau de la rivière, mais pas tout le monde. Bon, ben, elle demande des excuses, mais après le 2e jour, ils reviennent encore avec les produits qui sont interdits. Donc, je peux dire qu'ils ne respectent pas. Bon, en fait, on n'a pas les règlements qu'on peut intervenir comme il faut pour qu'ils puissent arrêter. Il faut faire attention. Juste le savon, il faut le ramener, mais pas les eaux. On a appris à l'école. Et ma mère, elle ne va plus, mais elle me dit d'aller moi. La brigade mène des actions d'information et de prévention depuis 3 ans pour expliquer les conséquences des lessives sur l'environnement et la santé. Mais difficile d'interdire l'accès à l'eau des rivières à ceux qui ne l'ont pas. Et le savon de Marseille coûte à Mayotte plus cher que la lessive au phosphate. Les interventions sont rarement coercitives. Il n'y a pas que la bandière. Les gens... Il y a beaucoup de situations qui sont polluantes au niveau des cours d'eau, puisque je vous rappelle ici que 76% à peu près de l'eau consommée à Mayotte, c'est des eaux de surface. Ce sont des eaux qui sont prises dans les cours d'eau, dans les rivières. Et là arrivent des bouviers avec leurs ébus, là, et des animaux errants arrivent. Voilà. Ce sont des choses des actions qui sont polluantes sur le plan bactériologique. Et maintenant, il y a la modernité qui est là. Il y a des gens qui vont aller dans les cours d'eau laver leur véhicule. Vous devinez les hydrocarbures qu'ils peuvent rejeter. C'est pour vérifier en fait si par exemple on a un pH très acide ou très basique, là on a une suspicion de contamination. Saoudra Ramanonsoa est ingénieure sanitaire. Elle contrôle les ressources du captage au robinet. Et normalement aux alentours, il ne devait pas y avoir des animaux qui boivent ou d'autres activités, quoi. Quand ils boivent dans l'eau, ils peuvent apporter des germes. Donc il prend 2 flacons, un flacon pour les paramètres physico-chimiques, donc tout ce qui est turbidité. Après, il fait un autre prélèvement de flacons pour les paramètres bactériologiques. Et tout ça va être acheminé au laboratoire. Notre gros souci, c'était vraiment éliminer tous les microbes, puisqu'on sait que le territoire n'a pas encore bénéficié d'un assainissement vraiment au top, pour qu'il n'y ait pas de microbes qui se retrouvent dans l'eau de consommation. Et les usines que je vous ai montrées tout à l'heure, les usines de potabilisation, ont ce rôle-là. Donc, presque à 99,9% de l'eau que nous distribuons à Mayotte sont aux normes sur le plan bactériologique. La 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 la.
C'est vrai qu'il est important de vérifier au niveau de l'usine, malgré donc qu'il y avait par exemple les ébus qui ont bu au niveau de la ressource. Est-ce qu'il y a eu contamination ou pas? Est-ce que l'eau était bien traitée comme il faut? Voilà, ok. Nous on a 7,47. D'accord. Ok. Merci. Bon, allez, bonne journée. L'une des habitudes des Mahorais est la pratique religieuse dans les mosquées, car la population est principalement musulmane. Le bassin d'eau conservé pour les ablutions avant les prières a progressivement été remplacé par des robinets d'eau potable. L'ensemble des analyses que nous avions effectuées dans ces bassins avaient montré que ces bassins, bien évidemment, étaient chargés en bactéries, puisque c'est une eau qui stagnait pendant 2 ou 3 ou 4 jours. Là, on aurait pu avoir une rigidité des fidèles des mosquées, alors que c'était les premiers qui avaient compris que lorsqu'ils remplacent leur bassin par des rampes de robinet, ça leur facilitait la tâche, ils pouvaient toujours faire leurs ablutions, ils pouvaient avoir de l'eau potable. Donc cette notion de potabilité de l'eau, les gens l'ont compris. Mayotte se développe à 2 vitesses. D'un côté, des quartiers de lotissement modernes et réhabilités, où les gens ont changé peu à peu leur mode de vie sur le modèle européen. De l'autre, une urbanisation sauvage, où l'accès à l'eau est devenu un casse-tête technique et un véritable drame humain. Ici, c'est un quartier où il y a de l'eau, mais si vous regardez un peu plus haut que moi, vous verrez qu'il y a beaucoup de maisons qui sont construites, je dirais, peut-être illégalement, mais ces maisons-là, ils n'ont pas d'eau. Et donc, ils viennent là où il y a les bonnes fontaines. Naouirou Vita est chef du service eau du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. Il s'occupe de l'installation et de la gestion des réseaux. Bon, là, on arrive vraiment au cœur du problème. C'est qu'on a des habitations qui sont conçues pas dans les normes de l'urbanisme. C'est des petites parcelles sur lesquelles les gens se mettent dessus. Est-ce qu'ils sont chez eux, est-ce qu'ils ne sont pas chez eux? Mais après, pour avoir l'eau, il faut prouver qu'on est propriétaire. La commune voulait qu'on fasse des branchements, mais il y avait tellement de petites maisons collées les unes aux autres qu'on ne pouvait pas dire qu'on donne un branchement à tout le monde. Parce que le jour où on veut vraiment faire un développement urbanistique digne de ce nom, il faut raser pratiquement, pour avoir une parcelle, il faut raser 5 à 6, voire 7 maisons. Tout ça, on a des réseaux et ici, le réseau s'arrête ici. Et tout ce qui est en haut, il n'y a pas de réseau qui va plus haut. Donc, parce que vous voyez, il n'y a pas de chemin. Et vous voyez, ça c'est un compteur. Et on voit les tuyaux qui sont là. Et des fois, ça traîne sur 100 mètres, 150 mètres, voire même plus, quoi. En 2001, 20 cas de choléra ont rappelé combien l'eau polluée pouvait être facteur de maladies. 80 bornes payantes ont été installées sur toute l'île. Il n'en reste plus que 30 en fonction aujourd'hui. Il suffit de fermer et puis normalement l'eau coule. Ça coûte dans les 15 € à 10 mètres cubes. Là, on peut voir la quantité d'eau qui reste de la carte. Mais Bob, dis-moi, viens, on va aller voir à côté. Soit on casse dessus, soit carrément au coup de marteau, ils y vont pour casser la borne. Ça c'est normal s'il est cassé. De toute façon, il ne servit rien. Personne ne cherche de l'eau. Pour voir la carte, pour prendre de l'eau dedans, il te faut des papiers. Et les gens non, Bob. Tu vas aller demander une carte, tu n'as pas besoin de papier. Ah bon? Non, tu n'amènes rien du tout, même pas d'extrait de naissance.
tu verras qu'on te donnera la carte. Il suffit de connaître ton nom. Si tu connais ton nom, tu t'appelles Bob. C'est gratuit. Non, non, tu achètes. Mais on ne te demande pas de papier. Les gens qui viennent chercher de l'eau là, ils veulent que ça soit gratuit. Ah ben... Ils veulent que ça soit gratuit. Ah ben... C'est quand même de l'eau traitée. Hein. L'eau gratuite, elle est là-bas, hein, dans la rivière, hein, Bob. Ah ben oui, voilà. Celui-là, c'est pas qu'on vend l'eau. Hein. C'est le service qu'on apporte à l'eau qu'on vend. Bob est la star locale du reggae. À Mayotte, les clandestins doivent vivre cachés. Une population fantôme qui vit dans la misère et ne peut compter que sur les solidarités ou le système D pour accéder à l'eau potable. C'est difficile en fait, comme nous, on est ici à Mayotte en situation irrégulière et qu'on n'a pas de terrain qui appartient à nous. Du coup, on n'a pas le droit de mettre des compteurs de l'eau ni d'électricité en fait. Mais moi j'ai de la chance qu'il y a des voisins qui me comprennent au niveau de ma situation. Du coup, ils ont accepté que je mets le compteur chez eux. Et puis lorsque les factures viennent, ils me ramènent les factures, après je paye quoi. On essaie de donner les enfants de l'eau chaque fois en fait. Comme c'est l'eau qu'on utilise souvent, là, il fallait qu'il soit vraiment propre pour que les enfants ne s'attrapent pas avec des maladies. Parce que moi, j'ai souffert beaucoup, c'est pourquoi je ne veux pas que mes enfants souffrent beaucoup par rapport à moi. C'est moi qui ai fait ça. Et tous les trucs qui sont là, c'est pas que j'ai acheté, mais ce sont des trucs qui s'étaient déjà utilisés, que je les trouvais à la poubelle, que j'ai essayé de bricoler, que ça marche en fait. Et après, moi aussi, j'ai essayé de partager cette eau avec d'autres personnes encore qui souffrent comme moi pour qu'elles vivent, quoi. Mais on essaie en fait de diminuer la consommation de l'eau pour que la facture revienne moins chère. Parce qu'avant, vous voyez, c'était à 237,42. On a fait un grand effort là pour diminuer cette consommation parce que les factures sont vraiment chères en fait. Les factures sont faites pour inciter les gens à consommer moins d'eau. Les tranches sont progressives et le prix au mètre cube augmente de 1 à 5 euros suivant que l'on consomme moins de 30 ou plus de 70 mètres cubes. Mais quand on est obligé de partager son compteur, on atteint souvent sans le vouloir la tranche la plus élevée. L'eau coûte partout le même prix à Mayotte, quelle que soit sa provenance. À Petite Terre, l'eau est un mélange de l'usine de désalinisation avec celle de l'usine de Mamoudzou acheminée par une canalisation sous-marine. Le reste de l'île consomme l'eau des rivières du Nord. À l'extrême sud, là où le réseau n'arrive pas, les gens boivent de l'eau de forage. Dans cette zone aride et érodée, les rivières ont presque toutes été asséchées. Les habitants ont tout déboisé, sans imaginer qu'ainsi, ils risquaient de tarir leurs rivières. Tout ce qui est là-dedans, c'est nous qui avons planté. Abdallah Angataï est le président d'une association qui lutte contre l'assèchement de la rivière de Bouini. Nous, quand on était jeunes, c'est ici qu'on vient se baigner. Comme là, à côté juste là, il y avait une grande rivière comme ça. On montait sur les pierres là, on plongeait là-dedans. Maintenant, c'est fini, il n'existe même plus. Comme c'est là où on était toujours quand on était petit, bon, on va essayer de remettre ce qu'il y avait. Peut-être nos enfants vont vivre un petit peu ça. On a planté. Il y a des acacias, des manguiers, des jacquiers, des fruits à pain. On a planté toutes les catégories d'espèces qu'on trouvait. On a planté un peu de tout, quoi. De bonne qualité quand même. En fait, les gens ils viennent ici parce que la rivière aussi, il y a des traditions qui sont faites ici. Donc les gens ils viennent déposer le truc pour les jeans. Donc là, on voit là des œufs.
par des gâteaux. Et en fait, c'est pour soigner des gens qui sont malades, qui ont des mauvais esprits, un truc comme ça. Il y a toujours eu des traditions qui se faisaient ici. Quand on était un peu jeune, quand on trouvait des gâteaux déposés comme ça, on les mangeait. On n'avait pas peur des esprits du tout. La rivière appartient aux femmes. Elles ont aidé les jeunes à replanter les berges pour faire revenir l'eau précieuse pour elles. Ils ont peur qu'un jour, peut-être, on va fermer la rivière, que personne n'aura accès à venir. On aimerait bien avoir les changements avant d'arrêter de venir ici. Si on ne voit pas des robinets plantés dans les villages, nous, on va toujours continuer à venir. Imposer aux populations un aménagement et une gestion des eaux conformes aux normes européennes sans bousculer les modes de vie relève du défi. On n'a pas éliminé en totalité la manière dont les gens vivaient à Mayotte. C'est la raison pour laquelle le département de l'agriculture et des forêts a besoin du soutien des associations pour mieux faire passer son schéma de développement. L'objectif, c'est informer le grand public sur les enjeux de l'eau. Et les enjeux de l'eau à Mayotte, et pourquoi il y a cette espèce de grande bazar qui s'appelle le SDAGE, avec des horizons à 2015, à 2050, à 2000... Bon, c'est quand même ça. Et en particulier sur le sujet du débat, ça sera, par exemple, qu'ils sachent qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, que l'eau est rare. Par exemple, ici, l'eau est rare, on peut le rappeler. Nous, tout ce que moi je sais en tant que représentant associatif et non spécialiste de l'eau, c'est la préservation. Oui, mais la préservation, ça passe par une éducation à l'usage partagé, à l'usage collectif. Avant, c'était vraiment nos pères. Parce que eux, il n'y avait pas l'administration. Donc, ils faisaient tout dans le village. Tout le monde nettoyait devant sa maison. Tout le monde, il y avait le point d'eau. Il y avait des gens volontaires pour aller creuser pour aller entretenir. Mais actuellement, la population, on est mélangé. Il y a une démarche citoyenne, il y a une démarche de concertation. C'est faire comprendre que l'eau, c'est un domaine complexe et qu'il y a plusieurs acteurs et que chacun a son rôle à jouer. On va lutter contre les pollutions coutumières dans le respect de la culture locale. On a quand même mis cette notion de social. C'est un bon objet de débat. On a quand même mis la notion de social, parce qu'évidemment, ça serait trop simple. Ça serait trop simple, on met des piquants sur tous les lieux de lavage, je sais pas, on ferme tous les sites, il n'y aura plus personne. On envoie la police de l'eau tous les jours. On envoie la police de l'eau, on saisit le linge, on persécute les gens. C'est-à-dire que voilà, il y a bien cette idée du respect de la coutume, du respect de la sensibilité. Mais quand même, si ça devient à la mode et si tout le monde veut le faire, on ne s'en sort pas. Mais tant que nous n'aurons pas une autre alternative pour pouvoir les permettre d'aller faire leurs besoins, leurs lessives ailleurs, moi je ne pourrais rien dire. Je ne serai pas crédible dans ce cas-là. S'ils me demandent, alors donne-nous un autre endroit qui ne soit pas le lit de la rivière pour aller faire notre lessive. Qu'est-ce que je peux leur répondre? Rien du tout. Si on fait un lavoir, c'est sûr que sont faciles de les amener dans un lavoir. On a vu aussi le cas de lavoirs qui ont été construits, qui ont été financés et qui ne sont pas utilisés. Oui. C'est intéressant de savoir pourquoi ils ne sont pas utilisés, sûrement parce qu'ils sont mal conçus, sûrement parce qu'il y a quelque chose. Et puis il y a la voie de dire il faut petit à petit que les lavoirs disparaissent, donc il faut pousser d'autres voies, il faut pousser, je sais pas moi, la détaxation des machines à laver, il faut pousser... Bon, c'est un objet de débat. Tu vois, ça c'est quelque chose que justement, si on fait un forum de l'eau, on peut porter à la discussion avec des femmes qui s'exprimeraient là-dessus aussi, parce que ça les concerne, avec des jeunes, avec des plus âgés,
et de voir quelle est la voie. Et cette voie-là, choisie par les gens par rapport à ça, il faudrait essayer de la faire remonter, et la faire remonter à l'administration qui prend les décisions. Comment peut-on imaginer que les gens achètent une machine à laver quand ils n'ont même pas de quoi payer l'eau qu'ils boivent? La machine à laver détaxée ou le développement de lavoirs communaux sont deux alternatives pour maîtriser la pollution des rivières qui n'ont pas la même portée sociale. Au lavoir de la commune de Bandrélé, 2 heures de lessive coûtent aux lavandières 2 € le week-end et 1 € en semaine. Mais par manque de moyens ou de volonté politique, il n'y a que 3 lavoirs qui fonctionnent à Mayotte. L'objectif dans le moyen terme, vraiment, c'est l'accès à l'eau de toute la population de Mayotte. Mais la départementalisation va pouvoir nous apporter essentiellement des outils à la fois réglementaires et des moyens à la fois financiers, notamment dans des domaines qui sont celles de préserver ces captages d'eau par le biais de l'assainissement. L'assainissement, c'est un élément très important parce que cela ne sert à rien d'avoir l'eau chez soi et de l'éliminer d'une manière non conforme. Donc l'élimination de l'eau usée fait partie intégrante de l'amélioration. L'élimination conforme de l'eau usée fait partie intégrante de l'amélioration de la qualité de l'eau que nous allons consommer. Toujours aux Angobars qui nous accueillent chaque semaine de plus en plus chaleureusement, c'est l'heure du débat de Oh ma planète, l'eau potable à Mayotte. Pour en débattre ensemble, nous avons invité Anziza Moustapha. Elle est conseillère économique et sociale de Mayotte depuis septembre 2004. Elle est spécialiste des questions de lutte contre la délinquance, mais elle est surtout une spécialiste des questions sanitaires. Oh ma planète, le débat. Aujourd'hui, la question, c'est l'eau à Mayotte, l'eau potable. Avec nous, Anziza Moustapha. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes conseillère économique et sociale de Mayotte. Oui. On y revient dans un instant. Yves, détendez-vous. Tout va bien se passer. Yves Lers, qui lui est toujours détendu. Donc soyez un peu moins détendu, s'il vous plaît, Yves. Vous allez bien? Je vais essayer. Qui est journaliste, spécialiste des questions d'environnement, de développement durable. Avec nous également 3 étudiants, je ne leur demande pas s'ils vont bien, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux, ils ont l'avenir pour eux. Et ils nous arrivent tout droit des universités de Paris 8 et Paris 11, Saint-Denis et Fac d'Orsay. Anziza Moustapha, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément quel est le rôle d'une chambre comme le Conseil économique et social? Je vais commencer peut-être par vous dire que c'est l'assemblée du premier mot, comme dirait notre président du Conseil économique, M. Dermagne. Donc, il y a des avis, nous sommes saisis pour donner des avis sur les décrets, sur les projets de loi. Ça veut dire que votre rôle, c'est d'analyser, en gros, c'est un peu la société civile qui analyse, qui analyse et qui fait des propositions. Est-ce que vos analyses sont suivies des faits? Est-ce que souvent, il arrive que... Est-ce que le Conseil économique et social oriente assez souvent l'action publique? Nos avis sont suivis puisque de plus en plus le gouvernement nous interpelle sur tous les sujets d'actualité. Quand il se pose des questions, il vous demande si vous pouvez étudier tel ou tel cas pour pouvoir orienter son action. Sur la loi Borloo, on a été saisi, sur la loi programme. Donc, à chaque fois, et de plus en plus, le Conseil économique est saisi pour donner son avis. Donc, on voit l'importance du rôle que vous pouvez jouer. Yves Lers, une question. Sur cette question de l'eau, on voit bien, tout est mêlé finalement. La question de la consultation et de la décision, donc de la démocratie, la question environnementale et la question sociale. Comment le journaliste spécialiste du développement durable que vous êtes aborde cette question cette problématique de l'eau? La question d'eau, je l'aborde comme tout le monde. C'est-à-dire, sans eau, pas de vie. Pas compliqué. Je crois que ça, tout le monde le sait. Maintenant, c'est aussi un symbole universel. C'est aussi... ça
ça touche tout, quoi. Ça touche tous les domaines, effectivement. C'est au carrefour économique, social, sociétal, etc. Donc, dans un cas comme le vôtre, je veux dire, c'est effectivement... C'est primordial partout, mais c'est encore plus primordial, d'autant que vous avez une population qui est, semble-t-il, en croissance. Je voulais revenir avec vous, Anziza Moustaifa, sur cette question de l'eau. Vous êtes issu du travail social, vous l'avez rappelé à l'instant. Comment concrètement, dans la réalité mahoraise, cette question, est-ce qu'elle est très sensible pour la population? On voyait le sujet à l'instant, on voyait que c'était des problèmes de vie quotidienne. Ce sont des questions qui vous touchent? C'est des problèmes au quotidien, bien sûr, puisque vous savez très bien, jusqu'à maintenant, les textes n'étaient pas applicables à Mayotte. Et de plus en plus, les textes du droit commun sont applicables. Vous dites les textes nationaux? Oui, le droit commun par rapport au code de santé publique, le code de l'environnement. On était dans un régime dérogatoire et de plus en plus, Mayotte se rapproche du droit commun. Donc, de plus en plus, on se rapproche du droit commun et le public en difficulté qui n'a pas les moyens, c'est sûr, arrive à suivre difficilement, mais n'empêche, nous sommes là aussi pour les aider et accompagner tout ce public pour pouvoir quand même se prendre en charge. Alors justement, sur cette question des rapports entre la vie quotidienne et la norme, je crois qu'il y a un étudiant, Amadi, qui a une question à nous poser, à vous poser. Je me présente, Benmeni Amadi, étudiant à l'université de Paris 8. En fait, j'ai une question à vous poser. Les normes imposées par les textes techniques sont souvent éloignées de la réalité culturelle. Qu'en pensez-vous de... Oui, cette question, justement, donc, on est au cœur du sujet. Comment fait-on pour que les normes et les avis rentrent dans la réalité quotidienne des populations locales? Moi, je dirais qu'il n'y a aucune dichotomie entre les textes et la réalité locale ou l'identité. Mais c'est tout simplement la façon d'appréhender tout cela. Les réalités locales, bien sûr, que nous le savons tous. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple de l'eau, vous voyez des femmes qui font leur lessive dans les rivières. Je pensais à ça précisément avec la question de l'eau de Javel, on le voit dans le sujet, ce type de choses. Comment... Voilà, c'est une émission qui a été menée à Mayotte, mais qui reflète la réalité. Il y a des femmes qui vont quand même dans les lavoirs. Pour vous, il n'y a pas d'opposition entre les deux, il n'y a pas de dichotomie entre la loi et les traditions? Ou l'un permet l'autre? Voilà, les deux, moi je dirais que les deux vont ensemble. Donc, les lois, puisque nous, comme je vous l'ai dit, Mayotte tend vers le droit commun, les textes commencent à être appliqués, et les femmes, d'une manière générale, parce que ce sont les femmes qui vont dans les lavoirs ou les rivières, les femmes commencent petit à petit à accepter à aller vers ce droit commun. Alors justement, on peut peut-être passer un instant là-dessus. Ça veut dire que concrètement, là, ce sont les femmes. Vous pensez que les femmes, en particulier, ont un rôle à jouer sur ce type de sujet à Mayotte? C'est elles qui utilisent le plus l'eau? Moi, je dirais que parce que les femmes, bien sûr, comme vous avez dit, utilisent beaucoup plus l'eau, ce sont les femmes qui sont quand même dans les foyers, donc elles sont plus concernées, directement concernées, mais ça concerne l'ensemble de la population. Et les hommes aussi, puisque quand il faut payer les factures d'eau, ce sont ceux qui travaillent qui doivent les payer. Donc pour moi, les habitudes culturelles ne devraient pas être opposées aux textes et aux règlements. De toute façon, les textes, c'est une chose, mais moi, ce que j'insisterai un petit peu en disant que les textes doivent aussi, à chaque fois, tenir compte des réalités. Alors justement, comment on adapte les textes à ces réalités? D'une certaine manière, on sait que dans quelques mois maintenant, il va y avoir un référendum justement sur la question du statut de Mayotte. Est-ce qu'au cœur des enjeux du référendum, il n'y a pas la question de l'adaptation de la réalité mahoraise au cadre républicain? Est-ce que pour vous, c'est un des enjeux du référendum qui vient? Moi, je pourrais vous répondre en vous disant que le statut de Mayotte, bien sûr, ça a été une collectivité pendant longtemps, ensuite collectivité départementale, et aujourd'hui, nous tendons vers le statut de département. Et dans ce cadre-là, vous savez très bien que le pacte pour la départementalisation qui est en cours, c'est un pacte qui a été justement adapté. Le département de Mayotte sera un département adapté, évolutif et progressif. Vous sentez une réelle...
Pardon, allez-y, poursuivez. Oui, ce qui fait que dans ce cadre-là, évolutif, progressif et adapté, on tient compte un peu des spécificités locales. Oui, ce n'est pas juste des technocrates parisiens qui ont, collé un modèle. Nous remercions quand même le gouvernement parce que c'est un travail qui a été fait avec les marais. Nous avons mené une réflexion locale. Nous avons transmis nos propositions à l'État et l'État a quand même tenu compte de nos réalités. Vous sentez une volonté des populations locales, justement, d'aller plus loin dans la départementalisation? La volonté y est depuis 50 ans. Donc, c'est un mouvement continu, d'une certaine manière. Voilà, c'est un mouvement continu, mais tout simplement pour que la population ne soit pas dupée ou trompée. Aujourd'hui, tous les élus se sont engagés pour mener une campagne de sensibilisation. À chaque fois, il faut cette campagne de sensibilisation. Les élus, ça veut dire que toutes les tendances politiques de mahoraises sont aujourd'hui unies et tendent vers le même but sur ces questions-là. Exactement. Toutes les tendances confondues font un meeting commun, sauf bien sûr, il y a un parti qui ne fait pas la campagne avec nous. Mais en tout cas, je dirais tout simplement que ça se passe. Et même le préfet de Mayotte organise aussi les campagnes d'information. Est-ce qu'on retrouve ce même consensus lorsqu'il s'agit de lutter pour l'amélioration de l'environnement en général et de l'eau en particulier? Est-ce qu'il y a une sensibilisation des élus? Est-ce qu'ils vont tous dans le même sens également sur ces questions-là? C'est la même chose, je dirais, et j'en suis fière parce que les campagnes d'information sur la sensibilisation de l'eau se fait par la collectivité, par les jeunes du Conseil général. Et vous avez vu sûrement dans le film, le Conseil général est moteur parce qu'il y a quand même pas mal de financement. Mais je dirais l'État aussi aide quand même les collectivités puisque les communes n'ont pas de fonds aujourd'hui et ce sont les deux services, État et collectivité. Mais en tout cas, la collectivité a donné un bon exemple puisqu'il y a quand même des campagnes de sensibilisation qui ont commencé avant même qu'on nous parle des textes européens, de SDAGE. Donc en ça gros, a commencé avant. Vous n'avez pas attendu les injonctions venues d'ailleurs, c'est un mouvement qui vient de la société mahoraise elle-même. Exactement. Donc, revenir aux questions d'eau. Il y a un phénomène qu'on connaît il y a à peu près 170 000 habitants à Mayotte. Mais il y a naturellement, il y a pas mal de clandestins pour les questions qu'on connaît, notamment de nationalité. Est-ce que cette surpopulation ne va pas causer un problème justement par rapport à l'eau pour tous? Est-ce qu'à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions sur place? Qu'est-ce qui est possible de faire? Bien sûr, les besoins sont croissants et de plus en plus, nous ressentons ce besoin d'eau, donc il faut quand même aller vite. Et cette population quand même qu'on peut appeler clandestine, mais c'est vrai qu'il vit dans des conditions difficiles, n'a même pas accès à l'eau. Mais je dirais aussi qu'il n'y a pas seulement cette population-là, mais toute cette population qui vit en milieu rural aussi, qui n'a pas accès à l'eau potable. Donc il y a quand même une frange de la population mahoraise qui n'a pas accès. Mais je m'arrêterai un petit peu à cette population clandestine où il y a quand même des difficultés pour accéder à l'eau. C'est des bornes que vous avez sûrement dans le film, des bornes magnétiques, les gens payent, et c'est pas toujours évident et c'est pas facile. Donc effectivement, la question du statut, notamment des clandestins, pour vous, n'interdit pas l'accès à l'eau. C'est important, cette question du droit à l'eau pour tous. C'est important puisque vous voyez très bien que la collectivité départementale de Mayotte, qui n'a pas beaucoup de moyens, essaie quand même à créer quand même un système pour permettre à cette population en difficulté d'accéder à l'eau potable. Alors concrètement, quelles sont les grandes lignes, les grands principes d'action que la collectivité a mis en place? Alors, donc, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, la collectivité s'est engagée depuis quelque temps à mener déjà des campagnes. Mais nous avons le schéma d'aménagement de l'eau qui est en cours. Et même cette consultation qui va se faire bientôt. La consultation sur l'eau. Sur l'eau, qui sera menée justement après le référendum. Mais je voulais quand même souligner que par rapport à ce schéma d'aménagement de l'eau, nous avons au moins 5-6 orientations quand même importantes. Alors, pour notre première orientation. Première orientation, je demandais donc, c'est de définir une véritable stratégie de communication et de sensibilisation du grand public sur l'environnement. Ce qui se fait, on continue, on développe. La deuxième orientation, donc, c'est de reconnaître et prendre en compte les différents usages de l'eau dans la culture mahoraise. Ça, c'est important. On en a parlé tout à l'heure sur cette articulation entre la culture et les lois, que ce soit vraiment quelque chose d'interne. Une connaissance du terrain, parce que si on plaque des textes sans tenir compte... Vous avez parlé de connaissance du terrain, on sent l'avis de la praticienne, peut-être même plus que celui de la conseillère économique et sociale. Troisième orientation.
Troisième, donc, c'est faciliter l'accès aux informations environnementales, parce que souvent, on oublie un petit peu ce volet-là, donc il faut mettre l'accent. Quatrième, développer la formation professionnelle dans le domaine de l'eau, parce qu'on oublie souvent que l'eau, c'est d'une importance capitale. Donc, nous devons tous axer aussi notre campagne par rapport à ça. Donc, la formation professionnelle, ça veut dire faire en sorte que les acteurs qui ont à s'occuper de la gestion des eaux soient mieux formés? Soient mieux formés, mais que même la population aussi soit intégrée dans ce dispositif. C'est pour ça que je salue, puisque j'ai été quand même destinataire du document du stage, du SDAGE plutôt, et toutes les campagnes d'information qui vont se faire, la participation de la population par rapport à ce travail-là. On sent que cette question de la participation vous tient à cœur. C'est vraiment comme ça que ça marche. Si je compte bien, il reste encore 2 orientations qu'on va aborder très très vite parce que le temps commence à nous manquer. Rapidement, je dirais aussi, c'est juste la dernière. Donc, c'est de doter Mayotte des moyens financiers conséquents pour faire face aux projets d'investissement. Alors ça, c'est le nerf de la guerre. De ce point de vue-là, du point de vue justement des investissements, est-ce que la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide? Bon, nous avons quand même des moyens, c'est pas conséquent, mais nous demandons un peu plus pour pouvoir quand même mettre en place tous ces investissements-là qui sont importants. Les canalisations, les raccordements à l'eau, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Le travail d'infrastructure. D'infrastructure, voilà. Écoutez, c'est une remarque que pour notre part, à Eau Ma Planète, nous ne pouvons que relayer, car tout ce qui va dans le sens d'une meilleure prise en compte des enjeux du développement durable nous concerne. Une question, rapidement, d'une étudiante. Bonjour, je m'appelle Laura, je suis étudiante à Paris 11 en physique. Notre modèle européen, il est très gaspilleur, très coûteux. Pensez-vous que ce soit bien que l'eau soit distribuée à travers le monde selon ce modèle? Y aurait-il pas d'autres solutions? Quand vous parlez de modèle européen, vous voulez dire les grands groupes, en fait le modèle capitaliste européen classique avec des grands groupes qui ont privatisé l'eau et la diffusent? Pas uniquement, mais ça doit être... Est-ce que c'est... Bon, vous savez que... On revient sur l'adaptation, quoi. Oui, donc... Est-ce qu'on peut inventer d'autres voies que ce modèle-là à Mayotte? Est-ce que c'est un peu aussi dans ce sens-là que vous travaillez actuellement? Je pense que Mayotte reste dans le cadre du droit commun. Nous demandons tout simplement que les textes qui sont applicables aujourd'hui puissent aller dans le sens des réalités. Comme je l'ai dit, peut-être je me répète, mais dans la mesure où nous tendons vers le droit commun, les textes sont applicables. Bien sûr, ailleurs, il y a du gaspillage, mais nous, justement, la campagne qui est menée actuellement, c'est de faire des économies d'eau. De limiter au maximum. De limiter. D'ailleurs, je prends un exemple, il y a des femmes aujourd'hui qui vont peut-être dans les rivières, mais ce n'est pas tout simplement culturel, mais c'est aussi pour faire des économies. Dans la mesure où l'eau est quand même chère, c'est aussi une façon d'économiser un peu le portefeuille. L'eau courante des rivières. Sur cet exemple concret, Aziza Moussaïfa, je vais vous remercier de bien avoir voulu éclairer de votre connaissance du terrain et les enjeux de l'eau à Mayotte. Merci à vous. Merci. Yves Laert, je sais que vous vouliez dire un tout petit mot, parce que c'est en rapport avec notre sujet, sur Istanbul. Istanbul, c'est le mois prochain, mi-mars, le 5e Forum mondial de l'eau. Alors ça peut être une grande messe de plus, mais malgré tout, c'est des gens qui réfléchissent. C'est utile parce que là, le thème, il est assez étonnant. C'est surmonter les divisions sur l'eau. Surmonter les divisions, pardon. Surmonter les divisions sur l'eau. Pour une fois, on prend le truc à l'envers au lieu de dire oui, tout le monde... Au lieu de dire que l'eau divise, l'eau pourrait rassembler? L'eau divise, l'eau pourrait rassembler. L'eau divise, elle divise depuis longtemps et on le sait. Tous les conflits qui sont liés à l'eau dans le monde, c'est effectivement très difficile. Vous êtes plutôt optimiste? Je ne suis pas plutôt optimiste. On va voir ce que ça donne, mais j'espère que ça pourra donner quelque chose de positif. Eh bien, c'est un sujet qu'on ne manquera pas d'évoquer à nouveau. Yves, merci. Chers amis étudiantes et étudiants, merci à vous. Aziza Moussaïfa, merci beaucoup de vous être déplacés. Nous n'avons pas souvent l'occasion d'accueillir des personnalités mahoraises dans le cadre de notre émission et puis plus généralement en métropole. Donc merci beaucoup à vous d'être présentes aujourd'hui. Chers téléspectateurs, sur le même sujet, nous partons en Guyane. C'est très salé, c'est pas possible. Alors aussi pour le café, ça pose des problèmes alors? Énormément de problèmes parce que le goût de café, on l'a plus, alors que j'ai un très bon café. Pas facile de faire un bon café avec de l'eau salée. Depuis maintenant plus de 3 semaines, les 3800 abonnés de la Guyanaise des Eaux de Saint-Laurent-du-Maroni ne peuvent plus consommer l'eau du robinet à cause de son goût salé. Antoine, dans son restaurant, ne propose plus que de l'eau minérale à sa clientèle.
C'est très compliqué parce que en fait, l'eau en carafe, ça ne part plus, les gens n'en veulent plus. Ils préfèrent plutôt de l'eau minérale, donc c'est un problème. Si ça dure, ça va nous causer énormément de problèmes dans la langue. La sécheresse et les fortes marées de ces derniers jours sont responsables du goût salé de l'eau potable de Saint-Laurent-du-Maroni. Effectivement, depuis quelques jours, nous avons une remontée d'eau salée à Saint-Laurent-du-Maroni. Pourquoi? Parce qu'il ne pleut pas en ce moment à l'intérieur du pays, vers la Maritasoula, Rosanti-Papaïchtan. Donc nous subissons ce phénomène de la remontée d'eau salée jusqu'au niveau du point de captage de l'usine de Saint-Louis. Et c'est ça qui fait que les gens ont tendance à ressentir cette eau salée au goût. Mais je rassure la population qu'en quoi cette eau, elle est potable. Direction l'usine de traitement qui se situe à Saint-Louis, le long du Maroni. Ici, on ne badine pas avec la qualité de l'eau, des contrôles drastiques sont effectués toutes les semaines. Je fais ça tous les semaines, une fois par semaine, je récupère de l'eau dans tous les différents points. Paddock, Malgache, Espérance et Sable Blanc. Et vous analysez l'eau donc à chaque fois, c'est ça comme vous faites là actuellement? Oui, faire toutes les analyses, le chlore, le pH, la turbidité, tout ça. Même si l'eau reste potable, la Guyanaise des eaux est donc impuissante devant ce phénomène lié totalement aux conditions climatiques. La collectivité communale a donc décidé de mandater un bureau d'études pour la construction d'une nouvelle usine de traitement des eaux, située cette fois-ci à Saint-Jean, loin de l'embouchure du Maroni. Un projet qui devrait voir le jour d'ici 5 à 6 ans. Oh ma planète, le blog de Grace, vous le savez maintenant, c'est la partie interactive de cette émission consacrée à la consultation sur l'eau. Grace, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous avez l'air très en forme et si je peux me permettre, le gris vous va très très bien. Merci. Est-ce qu'on peut un peu rappeler les enjeux de la consultation sur l'eau? Oui, alors en 2000, il y a eu un cadre de travail unique qui s'appelle la directive cadre sur l'eau qui a été mise en place. Elle oblige tous les bassins hydrographiques à atteindre... C'est-à-dire sur un territoire donné. Voilà, sur un territoire donné, à atteindre un bon état des eaux d'ici à 2015. Alors, il y a une première consultation qui a été faite en métropole l'année dernière. Donc, on a vu que dans les dom-toms, les problèmes n'étaient pas pareils. C'est les problèmes spécifiques, donc une consultation spécifique. Spécifique pour les dom-toms, lancée par Jean-Louis Borloo, qui aura lieu jusqu'au 15 juin. Et concrètement, ça se déroule comment, cette consultation? Alors, dans les îles, ils ne se sont pas simplement contentés d'envoyer le questionnaire par la poste, comme ça a eu lieu en métropole, mais ils ont ciblé surtout sur les actions de proximité, les actions locales. On a en Martinique les ambassadeurs bleus. Et on a en Guadeloupe les messagers de l'eau qui sont des personnes qui sont mandatées par les offices de l'eau pour aller expliquer le questionnaire à la population. Ils sont dans tous les lieux de vie et ils vous aident à remplir ce questionnaire. L'idée, c'est d'expliquer à la population ou de recueillir l'avis de la population sur la meilleure manière de préserver l'eau. Voilà, et leur dire que c'est important parce que l'eau, nous la payons, il faut la préserver. Alors Grace, j'imagine que bien évidemment, il y a des sites internet sur lesquels on peut se connecter. Oui, vous pouvez aller sur les sites internet des 5 îles concernées pour connaître les adresses. Vous pouvez aller sur l'adresse de notre blog, omaplanète.fr. Donc au total, cette consultation sur l'eau dans les différents départements, elle va toucher quelle part de la population? Tous les foyers seront concernés. En Martinique et en Guadeloupe, ils ont envoyé les questionnaires à près de 170 000 foyers. D'accord. En Guyane et à La Réunion, près de 290 000 foyers. Et pour Mayotte, les questionnaires seront distribués par contre à la population. Alors, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a des spots radio et des spots TV qui ont été réalisés. Oui, il y a des spots TV radio qui ont été réalisés, qui sont diffusés chaque jour et plusieurs fois par jour sur vos écrans. Je vous propose de regarder quelques images de ces spots. Volontiers. Chacun de nous peut agir pour un meilleur avenir de l'eau en Guadeloupe. Répondez vite au questionnaire que vous allez recevoir chez vous. De l'eau, c'est la vie. Donnez-nous votre avis. Renvoyez gratuitement votre questionnaire ou répondez sur www.eau-guadeloupe-consultation.fr. L'eau, c'est la vie. Donnez-nous votre avis. Le comité de bassin lance une consultation sur les grandes orientations pour la gestion de l'eau. Répondez vite sur Internet ou grâce au questionnaire reçu chez vous. Améliorer la qualité de l'eau de nos rivières et de notre littoral est un engagement du Grenelle de l'environnement. L'eau, c'est la vie. Donnez-nous votre avis. Plus d'infos sur eau2015-martinique.fr. Alors Grace, est-ce que notre concours va toujours aussi bien? Bof.
Comment ça, bof, bof? Vous n'avez pas cassé le moral des téléspectateurs, quand même. Je suis pas ravie cette semaine. Il n'y a pas eu de vidéo que j'ai trouvée super intéressante. Ça veut dire qu'il y a un peu de mou dans la mobilisation des internautes? Il y a un peu de mou, et puis bon, il y a des vidéos qui sont même pas sur l'eau, donc je ne peux pas les sélectionner pour le concours. Donc je vous appelle tous, j'appelle vraiment les gens à participer à ce concours. Ils nous envoient des vidéos sur le thème de l'eau et qui ne dépassent pas les 3 minutes, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller sur le site ohmaplanète.fr et à vous exprimer, c'est pour vous qu'est fait ce concours. Alors, chers amis téléspectateurs, vous avez entendu cet appel presque touchant, chargé d'émotion, de passion, de grâce, qui vous demande de participer au concours sur la consultation sur l'eau, sur le blog d'Oh Ma Planète. Je compte sur vous, je compte vous y retrouver bientôt, comme je compte vous retrouver bientôt à l'antenne dans notre prochaine émission d'Oh Ma Planète. Grâce, c'est le moment de nous quitter. Au revoir. Au revoir Stéphane. À très vite. À bientôt. Je compte sur vous et je compte surtout sur vous. À très bientôt, à la semaine prochaine.